pardon. Il fallait pas traduire le nom. On va recommencer. Attendez, juste 2 secondes, je change ça. Voilà, c'est mieux. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de The Graph, un jeton Ethereum qui a fait beaucoup parler de lui lors de son arrivée sur les marchés avec des performances de prix assez exceptionnelles d'entrée de jeu. Mais le prix, ça n'est pas tout, et il faut quand même savoir ce qu'on achète. Par conséquent, c'est sur la technologie sous-jacente que nous allons nous pencher aujourd'hui. Alors évidemment, la description de leur page d'accueil résume assez bien la chose, puisqu'on y apprend que c'est un système Web3 d'indexation d'Ethereum, IPFS, autres réseaux blockchain ou assimilés, disposant d'une API GraphQL et de 4 types de participants différents sur le réseau, à savoir les développeurs, les indexeurs, les curateurs et les délégateurs. Et en arrivant en bas de la page, la plupart d'entre vous ne sauront toujours pas si le schmilblick roule, ce qui est parfaitement normal puisque ce n'est pas un système destiné à être compris dans son intégralité par monsieur tout le monde. Cela étant dit, tout comme les centrales nucléaires qui alimentent la majorité de notre beau pays, ça a beau être très compliqué, vous vous en servez quand même au final, même si vous ne vous en rendez pas compte, et même si vous n'êtes pas diplômé en physique nucléaire. Nous allons donc mettre toutes ces histoires d'indexation et de Web3 à plat pour que vous puissiez comprendre ce que représente The Graph exactement. Avant de se lancer directement sur The Graph, il faut revenir un petit peu en arrière pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. À partir de l'invention de l'écriture qui nous a permis de stocker l'information, l'humanité a toujours eu besoin de classer ces informations et de créer des systèmes permettant de les retrouver facilement. Au début, le système en question, c'était un scribe, donc quelqu'un qui avait les connaissances qu'on cherchait directement dans sa tête, ou à défaut, quelqu'un qui savait où se trouvait la tablette en pierre sur laquelle l'information recherchée était gravée. Bonne ou mauvaise situation, à vous de le décider, mais en tout cas, les scribes ont fini par être remplacés par des bibliothécaires qui avaient seulement dans la tête le moyen de trouver l'information qu'on cherche. L'inconvénient, c'est que les bibliothèques, ça brûle bien, et puis aussi que les livres, c'est quand même compliqué à classer. Même avec les systèmes les plus efficaces, on a parfois du mal à trouver ce qu'on veut, surtout quand on recherche par thème et pas par auteur. Et puis, il y a eu la naissance de l'informatique, qui ne porte pas ce nom sans raison puisque les ordinateurs ont été créés pour traiter de l'information. Et dès 1945, Vannevar Bush, un ingénieur américain, avait imaginé dans un article qu'il a publié un système permettant de trouver des informations facilement. 9 ans plus tard, le premier logiciel de recherche documentaire était mis en place dans une station de recherche militaire américaine. En France, en 1964, le logiciel Sagesse, qui est destiné à être utilisé par des civils, est mis au point par la Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil, aujourd'hui connue sous le nom de Thales. Avant même la naissance d'ARPANET, qui est le prédécesseur d'Internet, nous avions déjà des outils de recherche de contenu. Ça ne s'est pas arrêté là, et en 1972, IBM met au point le logiciel Stairs. Et d'autres sociétés créent d'autres logiciels jusqu'à la naissance d'Internet et du premier moteur de recherche développé par l'université McGill à Montréal et qui s'appelait Archie. Ensuite, nous avons eu Google, le développement du Web 1 puis du Web 2, l'arrivée de la crypto-monnaie en 2009, l'arrivée des contrats intelligents, et maintenant, nous avons la toute dernière évolution de cet outil essentiel au fonctionnement de la société et qui nous a suivis depuis l'invention de l'écriture. Avec The Graph, nous avons un moteur de recherche décentralisé qui nous permet de trouver rapidement des informations utiles et provenant de plusieurs réseaux blockchain différents simultanément. Bien évidemment, The Graph n'est pas le seul programme permettant de trouver des informations présentes sur une blockchain. Cela fait déjà quelques années que vous utilisez des sites comme Etherscan qui vous permettent de visualiser le contenu des transactions d'une blockchain relativement facilement. Cependant, ces sites sont souvent dédiés à un seul réseau, ils sont centralisés et ils ne sont pas conçus ni pour trouver, accumuler et comparer des informations très spécifiques, ni pour être utilisés par autre chose que des humains. Et The Graph, c'est aujourd'hui le plus gros système permettant tout cela. Avec un langage simple et qui ne change pas en fonction de la source d'information, The Graph permet à tous les développeurs d'applications décentralisées de rechercher des informations spécifiques sur un réseau ou un autre pour faire fonctionner leur application. De cette manière, The Graph est très utile pour faire avancer la recherche dans tout le milieu de la crypto, pour rendre les applications plus faciles à programmer de manière générale, ainsi que pour favoriser l'interopérabilité, c'est-à-dire la compatibilité entre différents réseaux. Grâce à ce système, il est donc possible pour n'importe qui d'obtenir gratuitement, pour l'instant en tout cas, des informations très spécifiques relatives au contenu trouvé sur plus de 20 réseaux différents à l'heure de la création de cette vidéo, dont notamment Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche et Moonbeam, à propos duquel on vient d'ailleurs de sortir une vidéo dont vous trouverez le lien en haut à droite de l'écran. Et on ne parle pas là simplement de savoir combien d'Ethers ont été transférés dans une transaction numéro XYZ comme c'est indiqué sur les sites classiques.
Avec The Graph, il est possible par exemple de demander combien de CryptoKitties à poils roses ont été achetées par des adresses finissant par les 10 premières lettres de l'alphabet depuis le 24 novembre 2020. Autrement dit, il est possible de faire des requêtes très spécifiques et d'obtenir immédiatement un résultat qui ne concerne que les éléments qu'on désire connaître. Ce qui est au final ce qu'on attend d'un moteur de recherche. Pas besoin d'avoir un doctorat en sciences informatiques, il suffit de connaître les bases de la programmation et de lire les quelques pages explicatives disponibles sur le site officiel pour se servir de The Graph. Avant The Graph, pour obtenir ce genre d'informations, il fallait télécharger toute une copie de la ou des blockchains que vous souhaitez observer, puis créer par vous-même un outil capable d'interpréter le contenu de chacune de ces blockchains qui ne suivent évidemment pas toutes les mêmes règles, et enfin, passer des jours entiers à trier les informations avec un logiciel de tableur pour qu'il ne reste plus que les infos recherchées. Et c'est seulement après tout ça que vous pouviez avoir un résultat. Avec The Graph, il suffit de quelques minutes pour demander les informations recherchées et les obtenir. Le gain de temps et les économies réalisées sont donc considérables, et cette facilité d'utilisation permettra à beaucoup de choses très difficiles à réaliser auparavant de devenir triviales même pour des développeurs débutants. Vous l'avez compris, The Graph est donc clairement un outil qui deviendra rapidement indispensable pour beaucoup de développeurs crypto et qui sera très certainement utilisé un petit peu partout. La deuxième question qui se pose donc c'est comment est-ce que ça fonctionne ? Du point de vue des développeurs, l'utilisation de The Graph est assez simple. Pour obtenir les réponses que vous cherchez, il faudra avoir recours à ce qu'on appelle des subgraphes, ou sous-graphes en français. Un sous-graphe, c'est un recueil d'informations créé sur le réseau The Graph, avec les instructions et le mode d'emploi qui ont été donnés au réseau par le créateur du sous-graphe. Lorsqu'un développeur crée un sous-graphe, il doit en fait décrire exactement quels sont les éléments que le réseau doit incorporer au sous-graphe, comment les nommer, comment les trier, comment les traduire et comment permettre aux utilisateurs du sous-graphe de demander ces informations. Une fois qu'un sous-graphe est mis en place, il représente en quelque sorte une mini-bibliothèque spécialisée dans laquelle on retrouve seulement certains contenus, triés et arrangés pour un usage particulier. Certains sous-graphes seront utilisés par beaucoup de gens et d'autres ne seront utilisés que par leur créateur parce que personne d'autre n'en aura besoin. De manière générale, il y aura donc toujours deux solutions pour un développeur qui souhaite utiliser le réseau The Graph. Soit il existe déjà un sous-graphe qui contient les données qu'il recherche, auquel cas il lui suffira de poser les questions qu'il veut au réseau en précisant de quel sous-graphe la réponse doit provenir, soit il lui faudra coder son propre sous-graphe et demander au réseau les informations qui s'y trouvent une fois que le sous-graphe aura été mis en place. Et ce qui est pratique avec tout ça, c'est que les sous-graphes peuvent même contenir d'autres sous-graphes ou des éléments provenant d'autres sous-graphes. Donc disons par exemple que quelqu'un a besoin d'utiliser des informations provenant d'un sous-graphe numéro 1 qui contient des infos qui proviennent d'Ethereum et d'Avalanche, et des informations d'un sous-graphe numéro 2 qui contient des données provenant de Binance Smart Chain et de Moonbeam. Si la personne n'est intéressée que par les informations provenant d'Avalanche et de Moonbeam, elle peut créer un troisième sous-graphe qui va seulement contenir les informations déjà présentes sur les sous-graphes 1 et 2 qui proviennent des réseaux souhaités. Il n'y a donc pas besoin pour cette personne de refaire tout le travail de définition des contenus réalisé par les auteurs des sous-graphes 1 et 2. Elle n'a qu'à réorganiser les résultats comme elle le souhaite pour créer son propre sous-graphe, ce qui facilite encore plus la tâche. Et comme nous l'avions mentionné au début de la vidéo, tout ce système ne fonctionne pas tout seul, il repose sur plusieurs types de participants différents. Ces derniers sont au nombre de 4. On trouve d'abord, évidemment, les développeurs que l'on vient de mentionner et qui sont ceux qui vont créer les sous-graphes et donner véritablement une utilité au réseau. Ensuite, il y a les indexeurs qui sont les détenteurs de nœuds réseau The Graph. Ils sont propriétaires de serveurs informatiques qui tournent en continu pour trier les informations obtenues sur les blockchains, et ils prouvent qu'ils méritent cette position grâce à la preuve d'enjeu. Avec le staking de leur jeton The Graph, ils prouvent que les informations qu'ils transmettent sont fiables et qu'ils n'ont pas peur d'être sanctionnés s'ils donnent des informations incorrectes. Lorsqu'ils font leur travail correctement, ils sont récompensés grâce à l'inflation du réseau qui est d'environ 3% par an. Une question qui se pose toutefois est celle de l'obtention des données provenant des blockchains. À l'heure actuelle, le réseau The Graph y parvient par le biais d'un service centralisé, fourni gratuitement par l'équipe qui développe The Graph. Il s'agit d'une mesure temporaire, à l'image du coordinateur du réseau IOTA, qui est là pour permettre de faire une transition entre la naissance du réseau et son perfectionnement, avec un objectif de décentralisation totale à terme. Pour l'instant, à cause de cet élément centralisé qui est tout de même essentiel, on ne peut pas dire que The Graph est 100% décentralisé, mais un de ces jours, nous y parviendrons.
Ce seront alors certainement les indexeurs qui seront chargés de télécharger directement les blockchains pour en extraire les informations, mais il est également possible qu'un nouveau rôle soit créé et que ces nouveaux participants soient payés par les indexeurs pour leur fournir des données brutes provenant de différentes blockchains, ce qui éviterait de surcharger les indexeurs déjà très sollicités. Mais tout cela n'est que conjecture à l'heure actuelle. Pour l'instant, le réseau n'est pas encore prêt à se séparer du serveur central. Pour en revenir aux indexeurs, ils ont donc pour mission de choisir à quel sous-graphe ils souhaitent contribuer. Comment font-ils pour déterminer quel sous-graphe mérite leur attention ? C'est là que le troisième rôle entre en jeu, il s'agit des curateurs. Ce sont des participants qui vont explorer la liste des sous-graphes existants et émettre un jugement vis-à-vis de la qualité et de l'utilité de chaque sous-graphe. Lorsqu'ils considèrent qu'un sous-graphe vaut le coup d'être traité par un indexeur, les curateurs vont mettre en jeu leur argent, sous la forme de jetons The Graph, et faire un pari sur la popularité de ce sous-graphe. Bien évidemment, il est plus rentable pour eux d'être le premier à faire un pari sur un sous-graphe, puisque lorsqu'ils font un pari, ils expriment publiquement leur support pour ce sous-graphe, ce qui attire potentiellement d'autres curateurs. Il faudra donc récompenser un peu plus ceux qui innovent et vont chercher les sous-graphes inconnus de tous pour les mettre au grand jour. Ces récompenses consistent en des jetons qui permettent d'obtenir une fraction des frais récoltés lorsque les sous-graphes en question sont utilisés. Et il permet également de retirer une fraction des jetons The Graph mis en jeu par l'ensemble des curateurs, ce qui peut permettre de gagner de l'argent en trouvant un sous-graphe en premier, puis en profitant des jetons mis en jeu par les autres pour retirer plus que ce qu'on y a mis, un petit peu comme une réserve de liquidité Uniswap mais avec un seul type de jeton à l'intérieur. Tout cela est un petit peu compliqué, mais pour résumer, les curateurs sont des chercheurs qui font des paris sur l'information. Enfin, on trouve la dernière catégorie qui est nettement moins utile que les autres, celle des délégateurs. Il s'agit simplement de gens qui sont propriétaires de jetons The Graph mais ne peuvent pas participer au réseau par d'autres moyens, et se contentent de parier sur la performance des indexeurs. S'ils pensent qu'un indexeur va faire du bon travail, ils peuvent lui déléguer le pouvoir associé aux jetons dont ils sont propriétaires, pour obtenir en retour une partie des profits générés par l'indexeur. Tout à fait classique dans beaucoup de réseaux crypto, cette fonction permet à des novices de profiter d'un revenu tout en aidant un petit peu le réseau à fonctionner. Voilà, vous savez maintenant à peu près ce qu'il faut savoir sur The Graph. N'oubliez pas de vous renseigner directement sur le site de The Graph si vous parlez anglais, pour le cas où certaines choses auraient changé depuis la création de cette vidéo. Et dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.